à votre édition d'Info.tv. C'est l'hebdo, donc l'émission d'1 heure où on fait un tour de l'actualité qui vous touche, vous les matapédiens, et on va aussi en profondeur en faisant des entrevues avec des gens que vous connaissez et que vous reconnaissez aussi. Je suis en compagnie de Zoé Huitala, notre journaliste. Bonjour Zoé! Bonjour! Ça va bien? Oui, toi? Oui! Vendredi, donc le dernier vendredi de janvier, on s'en va vers la fin du couvre-feu et du confinement, en tout cas, de ce qu'on pense. Ça s'en vient, ça s'en vient. Tout à fait. On va faire un petit bilan des chiffres en date du 29 janvier. Oui. État de la situation selon le 6 du Bas-Saint-Laurent. Dans le Bas-Saint-Laurent, 2 nouveaux cas aujourd'hui, en ce 29 janvier 2021, pour un total de 1467 depuis le début de la pandémie. Aucun décès aujourd'hui. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. 2 hospitalisations en cours. 1417 personnes sont maintenant rétablies et 699 tests de dépistage ont été réalisés la veille, soit le 28 janvier 2021. Dans la vallée de la Matapédia, 0 nouveaux cas aujourd'hui, oui. Mais on est rendu à un total de 40 cas. Donc, ça 49. augmente. 49 cas. Oui, donc ça a augmenté depuis mardi passé. Oui, je pense que c'était hier. Donc, c'est qui? Non. Donc, c'est qui? C'est qui? On Allez, veut le savoir. Appelez au 629 4503. Donc, point de presse du gouvernement en date de hier, du 28 janvier? Oui. Point de presse du gouvernement du Québec, parce qu'il y a eu un du gouvernement du Canada ce midi. Je vais en parler tantôt. Oui. Alors, le 8 février prochain, c'est confirmé, certains assouplissements de mesures sanitaires auront lieu. Mais la majeure partie va rester. On imagine que peut-être c'est nous qui va vivre de l'assouplissement de mesures sanitaires, peut-être moins Montréal. Par exemple, il y a des bonnes chances que le couvre-feu reste. Oui, ils disent que c'est vraiment une mesure qui marche, là. Fait que j'ai l'impression que ça va être là pour rester. Oui, il semblerait que les personnes qui ne suivaient pas les règlements, en mettant un couvre-feu, c'est eux qu'on a comme été chercher. Oui. Ils sont inquiets pour... M. Legault explique qu'il est inquiet pour la semaine de relâche parce qu'on se souvient que c'est surtout la semaine de relâche qui nous a nui l'année passée quand la pandémie a commencé. Puis donc, ils vont arriver avec des mesures afin d'encadrer ces jours de vacances bientôt. Mauvaise nouvelle, moins de vaccins qui s'en viennent dans les prochaines semaines que prévu. Ce qui amène M. Legault il disait hier comment que s'il pouvait intervenir au niveau des vols non essentiels à l'international, il le ferait, mais il ne peut pas en tant que province. Oui, c'est ça. C'est de juridiction... Pays, fédéral, merci de nous souffler ça à la régie. Merci la régie. Donc, c'est ça, mais je reviens tantôt parce que, je vais en parler tantôt parce qu'aujourd'hui, finalement, M. Trudeau, il s'est réveillé. Donc, le 11 mars prochain, ça va être la journée de commémoration nationale pour les personnes décédées en raison de la COVID-19. Il va en avoir une au Québec en entier, mais j'imagine qu'on va aussi en créer selon les régions. Oui, probablement. Donc, ça s'en vient, ça aussi, on va le savoir. Donc, point de presse du gouvernement du Canada ce matin. Oui. Les vols pour aller dans les pays chauds sont suspendus à partir de ce dimanche jusqu'au 30 avril. On parle spécifiquement entre le Canada et le Mexique et le Canada et les Caraïbes. Les voyageurs pourront seulement atterrir à Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver, en d'autres mots, les autres provinces du Québec. Mais ça ne sera pas facile comme ça, par exemple. Il y a des règlements. Deuxième test de dépistage de la COVID-19 obligatoire à l'arrivée du voyageur. En attendant les résultats, les voyageurs devront rester en quarantaine pendant 3 jours obligatoires à leurs frais dans un hôtel supervisé. Les frais peuvent monter jusqu'à 2 000 $, donc il faut que ça fasse partie du budget du voyageur. Oui. Si le test est négatif, la quarantaine pourra se poursuivre à la maison avec surveillance accrue. Puis, si le test est positif, la quarantaine se fera dans un centre de la santé publique, mais payé par les autorités. Conférence de presse aujourd'hui à 14 h, donc avec la vice-première ministre Geneviève Guilbeault concernant les nouvelles mesures pour les voyages. Oui, donc elle est revenue exactement sur les mêmes choses. Là. Elle a juste confirmé ce que M. Trudeau avait dit ce matin, qu'au Québec, on allait appliquer toutes ces mesures-là. Oui. Tant mieux! Dossier qui nous coupe du monde, on dirait, les autobus Orléans Express de Colis
arrête complètement de desservir la région? Vous en avez sûrement beaucoup entendu parler de notre député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé. Finalement, il est vraiment contre cette décision-là. Dès le 7 février prochain, plus d'autobus voyageurs pour desservir la région, la vallée de la Matapédia et même toute l'est à partir de Rimouski. Il va arrêter à l'est. Finalement, l'autobus va arrêter à Rimouski. Ouais. Il n'ira pas plus à l'est du Québec, donc la Gaspésie non plus. C'est temporaire. Il n'y a pas de date de reprise de fixée au calendrier pour le moment. Donc, on ne sait pas quand ça va reprendre. À noter que les passagers d'Orléans Express qui ont déjà réservé un voyage prochainement, bien, ils pourront modifier leur billet, obtenir un crédit ou obtenir un remboursement. On va aller sur une note un peu plus joyeuse. Beaucoup d'activités plein air sont proposées par les municipalités de la Matapédia. Oui, là, beaucoup d'activités. Là, ça devenait beaucoup trop mêlant même. Donc, c'est super. J'ai à l'écran un document qui met finalement en lumière les nouvelles glissades, les nouvelles horaires de patinage et nouvelles pistes de ski de fond. Il y a beaucoup de municipalités qui ont créé des nouvelles pistes de ski de fond, puis de raquettes un peu partout dans la vallée de la Matapédia. Même exemple, comme à Amkoui, on peut faire du ski de fond quasiment au centre-ville. Oui. C'est génial. Il y a un anneau de glace à Amkoui, mais ils en ont créé un aussi à Causa-Piscale. Oui, il y a des pièces de ski de fond aussi à Causa-Piscale avec du prêt d'équipement. Une grosse glissade à Sébec qui s'appelle la butte à Bézille. Oui. Donc, on ne sait pas si c'est la butte à Marcel, il faudra y demander. Il va falloir y demander. Donc, si jamais là, les parents vous êtes un peu mêlés, ce document-là, là, c'est parfait. Ça vous dit toutes les activités. Là, j'ai dit beaucoup activités extérieures parce qu'on parle beaucoup de ça avec la pandémie, mais on parle aussi, vous avez aussi des activités intérieures comme la bibliothèque, etc. Oui, donc page Facebook de Cosmos Matapédia, vous allez retrouver ce super document qui a été fait par l'équipe de Cosmos. C'est très gentil, très aimable. Merci beaucoup, Zoé. On s'en va en petite pause, mais juste avant, on va parler de quelque chose que tu as réalisé cette semaine pour nous. On n'est pas allé en entrevue avec des politiciens, des choses comme ça. On t'a rencontré des jeunes filles, des spécialistes pour parler des allégations d'inconduite sexuelle qu'il y a eu durant toute l'année 2020. Oui, en raison de la pandémie, j'ai décidé de faire des Zooms, des vidéoconférences de chez moi, parce que c'est plus sécuritaire. Puis on a eu l'idée de finalement parler d'enjeux sociaux. À part la pandémie, quelque chose d'autre, un autre événement, je vous dirais il se passe d'autres choses. Il se passe d'autres choses qui a frappé l'année 2020. Puis c'est ça, c'est les différentes allégations d'harcèlement et d'agression sexuelle qui ont circulé beaucoup dans les réseaux sociaux. Donc, c'est une émission spéciale qu'on fait cette semaine par rapport à ce sujet important. Tout de suite après la pause. Ne manquez pas le Télébingo tous les dimanches 12h30. Nous aurons droit cette saison à 40 séances, dont 4 méga bingos de 2500 $ et les premiers bingos du mois, la carte pleine est à 1000 $. En nouveauté cette année, achetez 4 cartes sur une seule feuille pour seulement 5 $. 4 fois plus de chances de gagner. Allez chercher vos cartes dans vos points de vente favoris. L'année 2020 n'a pas été juste marquée par la pandémie, mais aussi par les allégations d'harcèlement et d'agression sexuelle qui ont circulé sur les réseaux sociaux. J'en parle avec des jeunes matapédiennes. Bien, tout d'abord, les filles, je voulais vous dire merci beaucoup d'avoir accepté de discuter avec moi et de s'ouvrir sur un sujet aujourd'hui quand même assez, je dirais, embêtant, qui a sorti beaucoup, qui a circulé beaucoup dans les réseaux sociaux aussi, sur les médias cette année. Premièrement, on parle de les allégations d'agression et de harcèlement sexuel, comme on a vu beaucoup circuler, comme j'ai dit, sur les réseaux sociaux. Je tiens à vous présenter avant Jenny Ouellette, 34 ans, en haut à gauche. Ensuite, en bas, on a Justine Desrosiers à gauche, 17 ans, et Raphaël Vaillancourt, 17 ans, en bas à droite. Pourquoi je dis votre âge, puis je nomme votre âge comme ça, c'est que je tenais à
de faire une table ronde avec des jeunes femmes. Femmes, parce que il y a plus de femmes que d'hommes, on va se dire, qui déplorent ce genre de comportement inapproprié, mais je tiens à dire qu'il y a quand même des hommes. Et jeunes, parce que vous êtes la future génération, je m'inclus aussi là-dedans, là. Je suis un peu de la même tranche d'âge que vous. Puis je pense qu'il est intéressant de discuter sur ce qu'on se souhaite pour la suite avec ce problème que je qualifierais même un problème de société. Donc, je commencerai tout d'abord. J'aimerais savoir si, avant la vague de dénonciation d'inconduite sexuelle qu'on a pu voir circuler cette année, un peu partout sur les réseaux sociaux, j'aimerais savoir si vous aviez pris connaissance de ce problème. Je commencerai avec toi, Janie. Ben oui, en effet, mais moi, je suis pas nécessairement de la génération des deux jeunes femmes, vu que je suis un peu plus âgée, mais dans mon réseau, là, j'ai la chance de côtoyer des jeunes femmes, puis je trouve là, que sont davantage informées au niveau de leur santé sexuelle, des comportements sexuels, elles font preuve de plus d'agentivité quant à leur sexualité. Puis plus elles dénoncent davantage les comportements au sein de leur couple et dans la société qui sont notamment inappropriés, tu sais, en matière de sexualité, en matière de contraception. Vraiment, là, elles sont concernées par leur santé sexuelle et ça, je trouve ça beau à voir. Vraiment. Ouais. Oui. Vous, les filles, comment vous voyez ça de votre bord? Moi, je trouve qu'avec la vague de dénonciation et tout, on se rend compte à quel point qu'il y en a beaucoup, puis il y a tellement de gens qui gardent ça pour eux puis qui ne disent pas, que là, on voit, oh mon Dieu, ça arrive à beaucoup plus de monde qu'on pense, puis ça n'a pas de bon sens. Mm-hmm. Je continue dans le même sens que Justine un peu. C'est sûr qu'on est plus jeune, puis tout au début, moi, j'avais pas vraiment pris conscience de ça, mais plus, les réseaux sociaux, c'est beaucoup de nos jours, puis on est souvent là-dessus. Avec tout ce qui arrive sur les réseaux sociaux, on est encore plus sensibilisé au nombre de personnes qui sont affectées par ça. Fait que c'est sûr qu'on s'en rend plus compte là, présentement. Mais vous, personnellement, là, je tiens à le rappeler, vous avez 17 ans, mais durant votre secondaire, on s'entend, là, vous êtes au cégep, mais sur un 1 à 5, on s'entend que c'est des années où on se découvre beaucoup. C'est les premières fois de beaucoup de choses. Puis vous êtes jamais senti comme ça, qu'il y avait peut-être des inégalités par rapport à hommes-femmes ou des fois aussi des commentaires un peu, je dirais, désobligeants à votre égard en tant que femme. Ah oui. Moi, je trouve que dès le primaire, on est déjà enseigné que, on est déjà sexualisé juste avec le code vestimentaire, se faire dire que de mettre des petites bretelles ou de mettre des jupes, ça déconcentre les garçons, ça déconcentre les hommes. Je trouve que ça n'a pas de bon sens, que ça serait nous le problème dans un sens parce qu'on s'habille d'une telle façon, tandis que ça devrait être les hommes, eux, qui soient capables de se gérer un peu, les hommes ou les femmes, parce que je ne veux pas... Mm-hmm. Donc, déjà dans la société, selon vous, il y avait déjà comme des règlements pour nous, les femmes, par rapport à cette... OK, je comprends. C'est sûr, on est beaucoup regardé. Il faut tout le temps faire attention à ce qu'on met, à comment on agit envers les garçons, parce que des fois, ça peut être nos actions qui peuvent être interprétées d'une façon quand c'est zéro ça notre intention. Mm-hmm. Donc, c'est important de... on est tout le temps un peu dans cette situation-là, les victimes. Là, ça peut être aussi un homme, là, mais ce qu'on porte, ce qu'on dit, comment qu'on agit, c'est toujours regardé. Puis souvent, ça peut être comme remis contre nous, alors qu'on avait juste des bonnes intentions. Là, c'était rien de négatif. Oui, et parfois, je pense qu'on trouve juste beau ce qu'on porte, puis on trouve ça beau comme ça. Puis finalement, il y a de la culpabilité qui embarque là-dedans, à la place que ce soit de l'autre côté, peut-être. On a pu voir sur Facebook... en juillet dernier, une liste qui dénonçait des gens qui auraient agressé, parce que je tiens à dire, il y a agression, il y a aussi harcèlement sexuel. Il y avait une liste, toute personne, homme, femme, qui aurait vécu ça, pouvait dénoncer son agresseur. Ça s'appelait, la page Facebook, elle existe encore, ça s'appelle « Dis son nom ». Comment avez-vous trouvé cette procédure comme 2.0, j'appellerais? Bien, j'en avais pas entendu parler avant que tu me le montres. Ça m'a surpris, mais j'ai vu plein de comptes Instagram qui faisaient la même chose, qui dénonçaient par rapport à plein de régions du Québec.
Puis je trouve que c'est bien. Je trouve ça correct que les femmes brisent le silence, puis que même les hommes aussi, parce qu'on peut être surpris des fois par le nombre d'hommes qui vivent des agressions sexuelles ou du harcèlement. Fait que je trouve ça très bien que ça brise le silence. C'est le temps de dénoncer les harceleurs puis tous les agresseurs. Ça met en lumière, dans le fond, que nos médias dits traditionnels répondent peut-être pas aux besoins des victimes. Puis encore actuellement, ce dont on parle, puis la tribune est beaucoup là, laissée aux contrevenants. Là. Vraiment, on entend encore ces gens-là parler. Depuis une semaine, là, on entend aussi parler là, de l'humoriste là, qui a fait un coming out sur les réseaux. Puis est-ce qu'on parle encore des victimes? Est-ce qu'on s'informe de leur état actuellement? Juste pour mettre en contexte, tu parles de Julien Lacroix, l'humoriste. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. On leur offre une tribune. Les médias, là, c'est placé partout, tandis que les victimes sont dans ils vivent une triste réalité, les survivantes aussi, peu importe là, comment elles se nomment, mais c'est ça. On met encore beaucoup en lumière là, les contrevenants, les délinquants sexuels. Je pense que les médias non traditionnels, notamment Instagram, ont voulu prendre leur place, puis les jeunes femmes ont voulu se sentir écoutées. Il y avait besoin aussi d'être entendues différemment. Oui. Oui, donc il n'était pas assez entendu peut-être par les médias traditionnels, donc on a utilisé les réseaux sociaux pour ces gens-là. Oui. Toi, Raphaël, aurais-tu quelque chose à ajouter? Oui, mais comme Justine, un peu, je n'avais pas entendu parler de cette page-là avant que tu le mentionnes, donc j'étais allée faire un tour un peu. Puis c'est ça m'a surpris aussi le nombre qu'il y avait. Puis je pense que ça reflète aussi un problème de la société. Si les femmes ont besoin d'un réseau social, c'est parce qu'il y a un problème dans notre système. C'est parce que peut-être que la police, ça ne fonctionne pas bien ou tous les processus sont plus difficiles, fait qu'ils se tournent vers un moyen qui est plus accessible de nos jours. Je trouve ça bien, mais d'une certaine façon, je trouve que ça démontre un problème. Puis il faudrait trouver une solution pour ça. Mm-hmm. Donc, vous ne trouvez pas ça? Parce qu'il y a des gens qui ont critiqué cette page-là. C'est la page la plus populaire, là, même qu'ils ont failli avoir une procédure judiciaire. Là. Ça a failli aller en cours, là, parce qu'il y a des gens qui trouvaient ça trop, je dirais, trop sévère. On dirait comme trop pas assez encadré. Vous êtes à l'aise avec cette procédure-là sur les réseaux sociaux? Avec le fait que les victimes dénoncent les agresseurs? Oui, parce qu'on s'entend que moi, j'aurais pu comme faire OK, je l'ai vécu une fois, j'écris son nom, c'est public, n'importe qui peut aller sur la liste. Tu sais, personnellement, j'ai regardé la liste au complet. J'ai regardé les gens connus, j'ai regardé si je connaissais quelqu'un. C'était assez intense, là, on va se le dire. Là. Je suis pas mal sûre qu'il y a pas mal de gars qui ont été voir sur leur nom et là, parce que même si tu penses avoir toujours été correct, ça reste que c'est insécurisant. Tu te dis, peut-être que quelqu'un a mal interprété à un moment donné mon geste ou une parole aussi. Là, ça peut être aussi de la violence conjugale. Oui, c'est sûr que les réseaux sociaux, tu as tout le temps une marge de manœuvre aussi. Puis là, que tout le monde puisse publier, ça peut choquer. Ça peut, des fois, il y en a aussi qui peuvent exagérer peut-être, puis mettre un nom que sans preuve ou peu importe. Fait que c'est sûr que, comme je dis, les réseaux sociaux, oui, c'est bon, mais ça démontre un problème qu'on devrait peut-être trouver une autre solution aussi. Là. Mm-hmm. Donc, selon toi, c'est nécessaire pour aller régler vraiment le problème de société que nous avons aussi, le problème judiciaire. Oui. Vous, les filles? Bien, tout à fait, là, pour abonder dans le même sens que les filles, là, ça met en lumière un problème. Je pense que le processus judiciaire et le système de judiciaire doit être revu pour être plus humanisant pour les victimes. Actuellement, là, on les laisse là, témoigner à de nombreuses reprises. On fait revivre le trauma à toutes les fois où elles doivent témoigner. Donc, revoir ça, là, je pense que ça s'avère une urgence. Puis je pense que c'est ça que ça s'est voulu, ce mouvement-là, décrier la situation pour qu'il y ait un état d'avancement par rapport au processus puis au système judiciaire. Mm-hmm. Ouais. C'est bon aussi parce que ça prend beaucoup de courage écrire sûrement le nom de la personne sur ce site-là. Fait que, tu sais, déjà là, la personne ne devrait pas se faire... je suis sûre qu'il y a eu tellement de commentaires haineux ou des affaires comme ça sur ces pages-là en disant « Ah, tu mens, c'est pas vrai. »
Ça se peut pas que ça soit arrivé, je le connais. Mais comme il faut aussi croire les victimes puis penser, tu sais, ça serait cave de mettre ça là pour rien. Si c'est là, c'est parce qu'il y a une raison, il y a de quoi qui est arrivé. Fait que c'est important que les victimes soient encadrées dans tout ça puis qu'elles se sentent bien en faisant ce geste-là. Encore là, on parle de faire sentir coupable, encore une fois, les personnes qui dénoncent, finalement. Là. Mais c'est important de le dire, par exemple, je tiens à le mentionner, cette liste-là, ont toutes mis aussi dans le même, les gens dans le même paquet. T'sais. Il y a aussi tout mélangé agression ou harcèlement sexuel. Puis, il n'est pas écrit c'est quoi, là. On a juste le nom. Là. Donc, c'est important aussi, je pense que c'est à les gens aussi de faire la part des choses. On parlait de Julien Lacroix tantôt, Janie. Dans le mouvement de dénonciation, plusieurs noms connus du milieu culturel ont sorti sur les réseaux sociaux. On parle notamment, dans les médias aussi, on parle notamment de l'humoriste Julien Lacroix, qui aurait finalement il y a eu plusieurs allégations contre lui, dont une de son ex-copine. Aussi, l'animatrice et comédienne Marie-Pierre Morin aurait tenu des propos raciaux et mordi aussi la cuisse de la chanteuse, pour ne pas la nommer, la chanteuse québécoise Safia Nolin. Je pense que vous en avez entendu parler. Là. Ça a assez fait le tour de tous les médias traditionnels et les réseaux sociaux. Comment avez-vous reçu ces nouvelles-là? Puis est-ce que vous étiez des fans de ces artistes-là en plus? Là? Si tu peux me permettre de commencer, c'est sûr que moi, je regarde la TV, je suis allée voir un spectacle de Julien, j'écoutais ses vidéos. Marie-Pierre Morin, je la trouve belle comme femme. Fait que je les regardais un peu comme des vedettes, puis pour moi, c'était comme des modèles dans un certain sens. Puis c'est sûr que quand tu apprends qu'il y a du monde que tu regardes avec des étoiles dans les yeux, puis que tu apprécies sans même les connaître, tu apprends qu'ils ont fait ça te remet un peu les pieds sur terre, puis là, ça te dit comme c'est du monde comme tout le monde, ils sont pas au-dessus de nous, puis ils sont pas au-dessus des règlements non plus. Fait que c'est pas correct qu'ils aient fait ça. Puis ça te remet en question aussi là, sur tout ce qui s'est passé. Puis tu penses aux victimes. Moi, le statut de vedette prend le bord, puis c'est les victimes qui m'importent là-dedans. Là. Je trouve ça quand même assez tragique. Là. Ça n'a pas de bon sens comment le point de vue... la vision qu'on a de quelqu'un peut changer quand on apprend ça. Moi, Julien Lacroix, c'était un de mes humoristes préférés. Justement, j'allais le voir en spectacle, moi aussi, je l'adorais. Puis là, quand j'ai su ça, ça a fait non. Tu sais, c'est fini, là. On se rend compte que, tu sais, ça n'a pas de bon sens, là. Il méritait... Et pas qu'il méritait pas d'être connu, mais là, s'il revient dans le monde... de la scène puis dans les médias, je suis pas sûre que les gens vont lui accorder autant une deuxième chance que après avoir fait ça, surtout que c'était plusieurs plaintes qu'il a reçues contre lui. Fait que, selon vous, être connu, est-ce que ça vient avec une part de responsabilité? Oui. Complètement. Il faut faire attention à son image puis tout ça. Puis même s'il n'était pas connu, il aurait pas fallu qu'il fasse ça. Genre, c'est inhumain, mais ça vient quand même que faut que tu assumes ce que tu fais tout le temps, puis il faut tout le temps que tu regardes tout, puis ça vient vraiment avec une responsabilité parce que t'es comme un modèle pour plein de gens, surtout pour les jeunes, puis les affaires comme ça. Fait que de voir ça, que les idoles et tout, ils agissent autant mal, c'est comme... Tu sais, je sais pas comment dire, mais... c'est au-dessus de moi, je sais pas, ça n'a pas de bon sens. Ces gens-là, des fois, c'était les porte-paroles ou ils représentaient des organismes. Ouais. Julien Lacroix, Marie-Pierre Morin étaient beaucoup avec les jeunes, les adolescents. Je sais que c'est eux qui ont fait un genre de bal de finissant l'année passée pour vous, finalement, là, si vous avez l'année passée. Donc, c'est sûr qu'après ça, c'est ça, je veux dire, par une part de responsabilité. Je pense que... peut-être qu'un artiste devrait être un peu qu'est-ce qu'il est dans la vie de tous les jours, que ça concorde à son image publique. Ouais. C'est vraiment un privilège d'être sur la sphère, d'occuper une place sur la sphère médiatique. Là. Fait que du moment où, puis je pense qu'on doit se montrer humain, là, je pense qu'il y a plus de place pour l'humanité, dans le fond, de décrier, dans le fond, on vit toutes des difficultés, on est tous confrontés à des défis. Fait que peut-être davantage les nommer, pour qu'il y ait déjà une part de compréhension de la part du public. Oui, sur la sphère médiatique, je vous montre telle image. En contrepartie, je suis également telle personne.
Donc, déjà là, je pense que le niveau d'acceptabilité serait plus grand. Toutefois, étant donné que c'est un privilège d'être sur la sphère médiatique, je pense que ces inconduites-là, c'est un non-sens pour moi. Là. Puis, même Julien Lacroix a fait ses excuses sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est comme ça n'a pas de sens. Là. Je veux dire, si j'ai blessé quelqu'un, si j'ai commis des gestes irréparables, on s'entend une agression, ça laisse des marques. Je n'irai pas poster quelque chose pour m'excuser. Ça se fait dans l'intimité, ça se fait dans les gestes réparateurs, ça se fait vraiment auprès de la victime. Je pense qu'encore là, c'est une grande maladresse, puis c'est encore, peut-être juste pour l'ego, justement, l'image encore. Je trouve ça vraiment questionnable. Là. Fait que, parce que finalement, ça s'est passé entre deux personnes. C'est pas l'affaire de tout le monde que tu sois une personnalité connue ou pas. Exact. OK, on s'entend tout là-dessus. Est-ce que vous croyez à la rédemption? C'est sûr que je pense que tout le monde devrait mériter une deuxième chance. Peu importe ce qu'il a fait, je pense que tout le monde a le droit à une deuxième chance. Par contre, ce que je trouve plate, c'est que, comme Janie l'a dit, Julien a fait ses excuses, puis on entend parler peut-être d'un retour aussi. Ça fait pas longtemps. Là. Ces victimes, ça doit faire plusieurs, je sais pas combien de temps, mais peu importe qui, là, des fois, ça prend plusieurs temps avant qu'ils dénoncent. Il faut qu'ils se remettent dans le bain de ces émotions-là. C'est un processus long. Puis que Marie-Pierre Morin aussi va faire son retour à la TV. Ils font ça, eux autres, ils font une thérapie, puis là, tout d'un coup, ils sont prêts à revenir dans le milieu de la TV. Je trouve pas que c'est égal. Là. Que la victime, ça peut lui prendre jusqu'à 10 ans, puis que 6 mois, puis tout d'un coup, on les revoit à la TV, puis tout le monde va les regarder comme s'ils étaient des modèles. Ça, je suis pas d'accord. Oui, puis on s'entend que les victimes aussi ont des répercussions dans leur vie. Là. Safia Nolin, on la voit plus beaucoup, ben non plus. Là. Et avant, puis après aussi. Là. Ouais. Et tout ça, là. Oui, effectivement. Parce qu'on voit beaucoup... Je voulais rajouter qu'on voit beaucoup la différence de génération. Comment nous, on accepte plus le fait, puis qu'on va plus aller vers les victimes. Puis quand on voit les commentaires sur les réseaux sociaux de les personnes je généralise, mais tu sais, les personnes au-dessus de 60 ans, 50 ans, je sais pas, qu'eux, ils n'ont pas été éduqués à ça, puis qu'ils vont dire « Ah, mais Marie-Pierre Morin, c'est une belle femme, elle mérite de retourner à la TV, mais être belle, c'est pas une raison, ça excuse pas ce qu'elle a fait, puis tout ça. » Fait que, tu sais, nous autres, on va être plus capables d'accepter puis d'analyser la situation parce qu'on a été un peu plus éduqués à propos de ça. Oui, puis ça revient un peu aussi à ce que Janie disait tantôt. La victime doit vivre avec les commentaires de tout le monde. Ouais. C'est ça qui se passe, c'est que l'artiste qui a reçu des allégations, c'est ça, on a comme l'impression qu'il veut mettre au courant tout le monde, est rendu un peu sa carrière, mais tu sais, la victime dans tout ça, elle voit tout ça, elle voit les commentaires de tout le monde, puis c'est pas tout le monde qui est capable de se mettre à la place de la victime. Donc, ça doit pas toujours être facile à gérer. Oui. C'est sûr qu'il y en a encore des fans, par exemple, de Julien, qu'eux, ils ont juste hâte qu'ils reviennent sur... sur les planches de spectacle, mais ils pensent pas, eux, à la victime, puis sûrement que pour la victime, de voir tous ces commentaires-là, de comment il est donc drôle, gentil, il est donc beau, ça doit y faire quelque chose, là. Non, c'est clair. Puis on se rappelle que Marie-Pierre Morin aussi avait écrit un message d'excuses plus tôt, là. Ça s'est passé comme 3 mois. Elle disait que c'était pour juste mettre au courant aux gens où qu'elle était rendue dans son processus, là, parce qu'elle travaillait beaucoup sur elle-même. Alors, puis aussi dans les dernières semaines, il faut vraiment en parler, là, on a su que Gilbert Rozon et Éric Salvaille avaient été acquittés, parce que eux, ça a été en cours, les allégations qu'ils ont reçues. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails sur qu'est-ce qu'ils ont fait, mais le fait qu'ils ont été acquittés, comme j'aurais envie de savoir comment vous vous êtes sentis quand que vous avez lu ces nouvelles-là. Je pense que j'avais le goût de bercer toutes les victimes puis les survivantes là, actuellement, là, parce que c'est une triste nouvelle, puis ceux-là qui pensent à dénoncer actuellement, là, je pense que dans le fond, le fait qu'ils soient reconnus non coupables, ça peut freiner leur motivation à porter plainte,
à aller chercher de l'aide. Puis encore une fois, il faut mettre en lumière les failles du système judiciaire, là, puis du processus également. Fait que je pense qu'on a 2 éléments là-dessus, même 3, là, sur lesquels il faut se pencher de façon très urgente. Parce qu'on se rappelle que Gilbert Rozon, exemple, sa victime, la juge, elle disait qu'elle croyait la victime, mais qu'elle n'avait pas assez de preuves pour ne pas acquitter. Le doute raisonnable, c'est le doute raisonnable, là. Puis c'est notre système de justice québécois qui est fait de cette façon-là. Là. Mais elle a quand même pris le temps de le dire dans les médias. C'est quand même quelque chose. Oui. Personnellement, je pense pas qu'on devrait juger, mettons, un braquage de banque comme une agression sexuelle. Je pense que c'est 2 choses totalement différentes qui devraient avoir des règles spécifiques pour régler ces problèmes-là de la société. Parce que, comme la juge a dit, elle croyait la victime. Je pense que juste de témoigner, d'aller en cours, de faire les manœuvres, pour faire ça, il faut que ça soit vraiment difficile. C'est difficile, puis il faut que la personne... c'est vrai, là, tu peux pas décider de faire... C'est long, toutes les méthodes, puis ça a pris des années avant qu'elle a dû témoigner plusieurs fois, puis les victimes, c'est tous des sentiments qui reviennent tout le temps. Je pense qu'on a vraiment trouvé une façon de changer un peu ce système judiciaire-là, là. Pour que ça soit plus facile pour les victimes de témoigner. Oui, parce que présentement, comment c'est fait le système, on a l'impression que c'est plus facile c'est moins facile pour la victime. Oui, exactement. Exactement. Le processus de réhabilitation, le soutien, l'accompagnement aux victimes, là, il y a vraiment peu de ressources financières actuellement qui est octroyé aux ressources, là, aux différentes ressources à travers le Québec pour les accompagner, ces victimes-là. Puis il faut comprendre, Marie-Pierre Morin, Justin Lacroix, c'est ça, Julien Lacroix, ils ont dit de reprendre leur niveau de vie, mais il faut comprendre que les victimes reprendront peut-être jamais leur niveau de vie. On a affecté leur santé sexuelle, leur santé mentale, leur intégrité physique. Ça reviendra jamais. Ça peut, il y a un baume qui peut se placer, mais difficilement. En plus, c'est une personne connue. En plus, tu as la pression de tous les fans. Oui. On dirait que tu les as bousculés un peu dans leur passion envers cette personne connue. C'est comme, on parle encore de culpabilité, encore une fois. Vraiment. En terminant... je voulais rajouter quelque chose. Oui. Moi, je trouve ça quand même épeurant dans un sens que des hommes qui ont beaucoup de pouvoir comme ça s'en sortent avec rien ou presque rien. Parce que, sachant que moi, je m'en vais dans ce milieu-là, de savoir ça, je trouve ça n'a pas de bon sens. Les médias, puis tout, que c'est toujours les hommes de pouvoir qui s'en sortent. Que là, ils ont été acquittés, ils n'ont rien ou presque rien. Puis les victimes, eux, ils ont toutes vécu le stress, tout ça, pour finalement voir leur agresseur retourner libre dans le monde. De notre côté, je pense que ça a vraiment... je dirais qu'il y a eu beaucoup de répercussions, par exemple, sur leur réputation, sur leur carrière. Oui, ça, c'est sûr. Oui, mais effectivement, au niveau judiciaire, là, c'est spécial. Il y a du travail à faire, justement. C'est pour ça, encore une fois, que je tenais à parler à des jeunes femmes, parce que nous sommes... on est déjà des adultes. Ah non, vous, il vous manque quelques mois avant d'être des adultes. Mais les adultes de demain, donc, en terminant, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'on souhaite pour la suite par rapport à cette problématique. Moi, je souhaite que les garçons soient plus éduqués à comprendre dans un sens c'est quoi non, le consentement et tout ça. Je trouve que ça s'en va vraiment vers le mieux parce que nous, au secondaire, on a quand même été éduqués là-dessus. Puis je sais que pour les générations qui s'en viennent, ça va juste être de mieux en mieux. Fait que j'espère vraiment que les règles vont arrêter d'être sexistes aussi puis qu'on aille vers du changement. Toi, Raphaël? Je vais dans le même sens que Justine aussi, puis je vais ajouter le côté judiciaire, comme j'ai parlé un peu, là. Je trouve que ça serait important qu'on essaie de trouver une mesure pour que les victimes se sentent plus acceptées dans la société, puis moins jugées. Jenny, en terminant, je tiens à dire, je ne l'ai pas dit au début, tu as une formation en santé sexuelle. Santé sexuelle. Donc, si tout au long de notre discussion, vous sentiez que Jenny avait l'air d'une spécialiste, c'est un peu normal. Donc, je terminerai avec toi, Jenny.
Ben moi, je souhaite là, plus d'agentivité sexuelle pour nos jeunes femmes, là, vraiment. Puis, tu sais, que ça soit pas à nous, les femmes, de faire l'éducation des hommes, puis qu'on inclue dorénavant les hommes dans nos discussions. Parce que je pense que, tu sais, ils ont à être inclus, ça les concerne, là. Les relations sexuelles, c'est à deux, donc, tu sais, ils doivent être inclus dans ce genre de discussion-là. Puis, je pense que ça va favoriser les relations égalitaires puis épanouissantes. Donc, voilà. Oui, puis aussi, je pense qu'il faut ajouter aussi que j'ai l'impression que des fois, les hommes, des fois, ils savent juste pas. Des fois, ils manquent de communication. Peut-être les aider aussi à travers ça, la communication, je pense que c'est important. Donc, merci beaucoup les filles d'avoir partagé votre opinion avec moi ce matin. Vous êtes des amours, puis on souhaite plus de discussions, plus d'amour, d'ouverture, de communication, je crois, puis d'empathie envers les autres, et même, je dirais, d'éducation sexuelle. Je pense que c'est ça. Tu sais, à l'école, on en a plus. Nous, notre génération, je sais qu'ils ont coupé ça juste avant que j'arrive au secondaire. Il n'y avait plus de cours d'éducation sexuelle. Je pense que ça a revenu un peu, mais c'est important d'en parler. Là. Il y a encore beaucoup de gêne, beaucoup de timidité d'en parler. Donc, je pense que c'est important de s'ouvrir à ce niveau-là. Puis j'espère que cette année, c'est ça que ça va arriver là, dans notre société, parce qu'on comme je l'ai dit au début, là, c'est un problème de société. Ouais. Merci beaucoup. Cette semaine, à l'émission Héritage, René Canuel rencontre la famille Myriam de la Vallée. Ici, à la famille Myriam, on a ça vraiment fort. Des pointes là, où on se sent comme devant la porte du ciel, là, tellement que c'est au-delà de ce qu'on peut vivre ailleurs. Là. Dès vendredi, l'émission sera diffusée chaque jour aux heures suivantes. Pour nous joindre, composez le 88 629 4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Maintenant, on parle d'éducation sexuelle avec des spécialistes matapédiennes. Bonjour les filles! Allô. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. J'avais envie de parler avec vous. J'avais envie de parler à des spécialistes. Je vais vous présenter en premier Jenny Ouellette en bas. Tu es diplômée en santé sexuelle et en psychologie humaine. Puis, on a Jasmine Bouchard qui est présentement étudiante au baccalauréat en sexologie à l'UQAM. Ouais. Donc, j'aimerais ça. Aujourd'hui, on fait beaucoup une émission par rapport à les allégations d'agression et de harcèlement sexuel qu'on a beaucoup entendu parler dans la dernière année, là, 2020-2021, même encore aujourd'hui. Je dirais que c'est un sujet qu'on entend beaucoup parler depuis plusieurs années, mais on a l'impression que ça se règle pas. Ça se règle pas vraiment. C'est encore un problème de société que je dis souvent. Là. Donc, j'aimerais savoir en premier, la première question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi, selon vous, y a-t-il encore aujourd'hui autant d'inconduites sexuelles? Parce que ça fait longtemps qu'on en parle. Oui, bien, si je peux y aller en premier, là. Oui. C'est vraiment une excellente question. Puis, moi, comment je la vois? Je vois pas comme... Tu sais, je trouve que la première chose de base, puis que moi, c'est quelque chose que j'aime parler, puis j'aime faire des recherches là-dessus, c'est vraiment le consentement. Je pense que, tu sais, il y a beaucoup de choses qui englobent cette problématique-là, mais la toile de fond de ça, moi, c'est le consentement que je vois. Puis, tu sais, je trouve qu'on en parle depuis longtemps, puis on en parle souvent, puis tu sais, le monde sont presque tannés, tu sais, on sait le consentement, qu'est-ce que ça veut dire, il faut que ça soit libre, éclairé, sans oui, c'est non, il faut que ça soit enthousiaste, mais selon moi, c'est plus que ça. Puis, je pense que, tu sais, la société, elle évolue, on évolue, mais la notion de consentement, c'est comme si elle n'avait pas évolué. Tu sais, on l'enseigne comme ça, puis après ça, on pense que c'est terminé. Fait que je pense que, justement, c'est une des problématiques, c'est que on n'en parle pas assez. Puis on entend souvent aussi que le consentement, c'est comme la personne n'a rien dit. Oui. Là, je pense approfondir, c'est quoi un consentement finalement? C'est ça, l'approfondir, puis vraiment aller, tu sais, délimiter les autour, là, parce que, tu sais, on n'a toutes pas nos mêmes limites. On est, tu
tout le monde, tu sais, moi, me faire, je donne un exemple, aller dans un bar, puis il y a un homme, peu importe, qui va me prendre une fesse. Pour moi, ça peut être, OK, c'est un geste banal, tu fais pas ça, mais c'est un geste banal, tandis qu'une autre personne, ça dépasse la limite. Fait que c'est ça aussi, d'aller vraiment mettre des limites à ça, puis vraiment l'enseigner. Je pense que c'est un enseignement qui se fait de très jeune à, tu sais, c'est toute la vie dans le fond, là. Ça se fait au plus jeune âge, puis on continue, puis on évolue avec ça, puis on en rajoute tout le temps un peu, si je peux dire, là. C'est une éducation. Une éducation, ouais. Une éducation, oui. Toi, Jenny, est-ce que moi, je pourrais vous amener ailleurs, c'est qu'il faut prendre conscience qu'il y a une culture du viol aussi ambiante. C'est-à-dire qu'on a tendance à minimiser les agressions sexuelles puis tout ce qui a trait à ça. Donc, justement, la dynamique là, qui est inégale entre les rapports sexuels hommes-femmes. Il y a vraiment une dynamique proie-chasseur qui est vraiment encore très, très présente dans notre société. Donc, ça crée là, justement, la femme est identifiée comme étant une proie, l'homme est actif, étant un chasseur. Donc là, tout ça, ça perpétue aussi là, cette culture du viol-là, des dynamiques relations inégales au sein là, justement de la société. Fait que dès qu'on va continuer à avoir puis ce genre de comportement ou ce genre de parole ou ce genre d'attitude où on va favoriser puis c'est sûr que ça va continuer dans notre société. On ne verra pas de tendance marquée ou significative au niveau des agressions sexuelles actuellement. Les victimes ne se sentent pas entendues. On sent que le système de justice ainsi que le processus ne répond pas à leurs besoins. Elles ne se sentent pas respectées. C'est un système aussi qui fait resubir des micro-agressions à ces victimes-là. Donc, elles ne sont pas tentées d'intégrer, là, puis d'aller parler de leur agression. Il y a des pas qui sont faits, mais je pense qu'il y a encore beaucoup là, de petits pas à faire pour qu'on ait une diminution des agressions sexuelles, puis qu'il y ait plus de dénonciation, puis plus de comportements bienveillants à l'intérieur de couples. À l'intérieur de relations, à l'intérieur de nos pratiques sexuelles. On veut vraiment là, des comportements bienveillants, respectueux, émancipateurs. On veut des relations égalitaires. Je pense qu'on est rendu là en 2021. Mm-hmm. Donc, pour ça, beaucoup de communication. Mais qu'est-ce que j'entends dans ce que tu dis qui m'interpelle? C'est que j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de stéréotypes. Est-ce que je me trompe? Tellement, là, on est vraiment dans le stéréotype sexuel genré. On est beaucoup, beaucoup là-dedans, même dans le vocabulaire qu'on utilise. Souvent, là, femme, non. Maintenant, on va définir une personne, on va définir avec tel sexe. Il y a vraiment un langage. Puis là, souvent, les gens disent « Ah oui, je m'y connais en sexualité. L'éducation de la sexualité, ça n'a pas de secret pour moi. » Oui. Après ça, quand on demande à une jeune fille, décris-moi, exemple, qu'est-ce que la glaire cervicale, les stades qui peuvent faire en sorte de dire dans quelle période t'es féconde, silence radio. Et pourtant, les cours de l'éducation de la sexualité, semble-t-il, là, c'est remis au programme, mais je ne suis pas convaincue que le contenu, puis on a formé nos gens adéquatement. Mm-hmm. Bien, ça a été enlevé. Là, ça revient. Mais j'entendais des spécialistes dire pendant que les allégations sortaient partout dans les médias, il y a beaucoup de spécialistes qui ont parlé. Puis, ils disaient qu'une heure par semaine, c'est pas assez, puis que ça devrait même commencer plus jeune, l'éducation sexuelle. Parce on dirait qu'on parle juste de protection, mais on pourrait aller même déjà jeune dans la base, avant d'avoir, exemple, ses menstruations, ses règles. On pourrait déjà en parler à des jeunes filles de 10 ans, comment ça va se passer et tout. On dirait qu'on n'en parle pas. Sinon, j'ai envie de demander, est-ce que pensez-vous que parfois les religions peuvent nuire à cette problématique, puisque certains n'aiment pas aborder, certaines religions n'aiment pas parler de la sexualité, tout simplement?
en y mettant un peu à y penser, là, définitivement, oui. Je pense que la religion peut jouer un rôle. C'est sûr que ça l'explique pas tout, là, mais je crois que oui. Puis moi, comment que je vois l'éducation à la sexualité, là, je vois ça comme un travail d'équipe. Fait qu'en premier lieu, t'es la première personne. Fait que c'est un travail par toi-même, à aller voir, aller chercher un peu d'informations. Veux pas, Internet peut être un moyen. C'est peut-être pas le meilleur, mais ça peut en être un. D'aller lire des livres, aller chercher des informations par tes amis, par tes pairs. Puis ensuite, la deuxième personne de l'équipe, selon moi, c'est vraiment les parents. Mais là, encore une fois, quand tu regardes ça, quand tu remets ça avec la religion, les parents qui veulent pas que pour eux, c'est proscrit, on veut pas en parler de la sexualité. Puis encore une fois, le jeune, à cause de la sexualité, va pas aller chercher l'information, va pas être poussé à aller la chercher. Puis, je me dis, la troisième personne de l'équipe, la façon dont je vois ça, c'est vraiment l'école. Je pense que l'école a vraiment un grand rôle à jouer avec ça, sauf qu'encore une fois, il y a des parents qui vont comme revenir contre les écoles pour dire non, moi, dans ma religion, ça marche pas, on n'en parle pas. À la maison, c'est de même, je veux que ça soit comme ça à l'école. Fait que là, il y a vraiment un grand blocage à dire, OK, il en parle. Tu sais, l'enfant va pas chercher l'information, les parents en parlent pas, l'école n'a pas le droit. Fait qu'à un moment donné, c'est comme s'il y a un manque d'information, là, vraiment. Mm-hmm. Donc, on s'entend qu'en parler, c'est important. Oui. C'est un peu ça que vous me dites. Oui. Ben, tu sais, comme la sexualité, c'est important, peu importe dans quelle religion que tu es, dans quel contexte de famille que tu es. Puis que est-ce que c'est un peu une responsabilité des parents d'en parler? Oui. Mais pas juste eux. Je pense que c'est vraiment le travail, là, l'école aussi, les pères, les parents, oui, ont un grand rôle, mais moi, par exemple, là, quand je rentrais en sexologie, là, il y a plein de sujets que j'étais vraiment pas au courant. Comme Janine tantôt parlait de la glaire cervicale. Moi, je savais pas au début c'était quoi, là. Puis quand on m'a expliqué, là, j'étais là, mon Dieu Seigneur, l'avoir su plus tôt, j'aurais trippé, puis j'aurais comme été faire plus de recherches, mais on apprend comme une base qui est, dans le fond, c'est le système qui a un peu décidé, c'est ça la base, puis on va pas plus loin que ça parce que là, ça peut rendre des gens inconfortables, peu importe, mais c'est important d'en parler parce que la sexualité, ça fait partie de nos vies, là, veux pas. Mais là, pour être honnête, la glande cervicale, j'ai 28 ans, je sais pas trop c'est quoi. Parce que moi, j'ai comme excuse qu'on m'a pas donné. Au secondaire, on n'avait pas de cours de sexologie. Donc, j'ai quasiment le goût de vous demander de nous faire, de juste nous expliquer un peu c'est quoi. Parce que là, on en parle. Puis moi-même, je sais pas c'est quoi. Puis je suis sûre qu'à la maison, il y a peut-être certaines personnes qui aimeraient des explications. Ben dans le fond, c'est ce qu'on appelle aussi les pertes vaginales. Mais ces pertes vaginales-là changent de couleur et de texture tout au long du cycle hormonal de la femme. Puis ça nous permet de bien distinguer quand on est féconde puis qu'on ovule. Donc, on peut suivre les différentes textures. Toutefois, ce qui est important, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui vivent une expérience traumatique parce qu'on leur a pas parlé de la glaire cervicale. On leur a dit première chose qui va t'arriver dans ta vie, menstruation. On sait quoi faire. Bon, ça, c'est expliqué, les mamans font leur job, mais après ça, on vient pas, là, tu sais, protège dessous, comment qu'est-ce que c'est cette substance-là? Ça a quelle fonction dans le corps humain? Et pourtant, je veux dire, on vit avec ça, là, c'était quand même assez étonnant. Mais oui, puis quand tu le sais pas, ça peut même être... gênant, tu te dis, mon Dieu, est-ce que c'est normal? T'en as même pas entendu parler. Qu'est-ce qu'on devrait améliorer dans le système que nous vivons là, présentement? Qu'est-ce qu'on devrait améliorer? Qu'est-ce qu'on devrait établir? On en parle un peu depuis tantôt, là, des cours, les parents, etc. Mais j'aimerais ça que vous me sortez un peu comme une liste. Là. Je pense que la base, c'est vraiment l'éducation à la sexualité. Plus on va être connaissant de soi, puis de la relation qu'on a avec autrui, parce que c'est vraiment ça, la sexualité. Il y a deux aspects. Il y a la santé sexuelle qui évolue tout au long de notre vie. Et ça part là, dès qu'on est un fœtus, on est un être sexué, on ressent du plaisir. Puis là, après ça, les pratiques masturbatoires sont intégrées dès le jeune âge et ça, toute notre vie durant. Donc, dès qu'on va augmenter l'éducation à la sexualité, on va devenir des meilleurs acteurs, agents de changement pour faire en sorte de diminuer tout ce qui s'appelle
agression sexuelle, on va avoir des relations plus égalitaires, émancipatrices. Puis je pense qu'on va être... des fois, j'ai l'impression qu'on m'identifie comme celle qui jette la pierre, mettons, au mauvais partenaire ou aux mauvaises pratiques. Au contraire, je veux que les personnes puissent véritablement s'épanouir à l'intérieur d'une relation, que les gens qui vivent des expériences négatives soient en mesure de se sentir écoutés, respectés, accueillis, qu'on mette en place en tant que société des bonnes pratiques, qu'on soutienne nos organisations, nos organismes pour mieux accompagner ces victimes-là, ces personnes-là. Puis ça, là, c'est autant dans la diversité de genre que dans tous les sujets qui ont attrait à la sexualité. Mm-hmm. Puis aussi, on parle depuis tantôt de cas peut-être plus extrêmes, là, quand on parle d'agression et d'harcèlement sexuel, mais j'ai le goût de parler aussi du fait que des fois les femmes, puis les hommes aussi, exemple, on entend souvent que les hommes vivent beaucoup de pression de performance, puis mais peut-être qu'on en vivrait moins si on en parlerait, on en parlait. Et si on en parlait, peut-être qu'ils pourraient en parler entre gars ou de comment ils vivent leur sexualité. On dirait qu'on n'en parle pas. J'ai l'impression que les hommes vivent beaucoup de pression. Puis la femme aussi, de son bord, vit beaucoup de pression pour autre chose, pas pour les mêmes raisons. Donc, il y a tout ça aussi qui embarque, là. Bien, c'est sûr que pour la pression de performance au niveau des hommes actuellement, l'industrie de la pornographie, là, ça a des impacts majeurs sur la sexualité, autant des hommes que des femmes. Mm-hmm. On voit vraiment, c'est pas la réalité, c'est ça aussi, il faut décrier cette industrie-là. Il y a de très belles choses qui se font. Puis, il y a des raisons pour lesquelles là, c'est vraiment positif de regarder de la pornographie. Je suis pas en train de lancer des pierres à cette industrie-là. C'est vraiment, mais il faut vraiment avoir un regard critique puis un œil vraiment averti quand on regarde ça. Parce que souvent, c'est dommage, mais c'est vraiment très loin de la réalité. Puis justement, là, on veut là, que les deux partenaires soient épanouis parce que ce qui va être gagnant quand les deux partenaires sont épanouis, c'est qu'il n'y a pas personne qui est insatisfait. Fait que tout ce que ça vient faire, c'est que ça vient maximiser le plaisir. Puis c'est ce qu'on recherche au final. On recherche un partenaire de sexe masculin épanoui et on cherche aussi une partenaire de sexe féminin épanoui. Donc, une communication, un échange, une compréhension de nos réalités, de notre santé sexuelle. Donc voilà, tu sais, une femme qui vient d'accoucher, biologiquement, physiologiquement, elle a des impacts sur son niveau de libido. Un homme qui vit une dépression, médication, impact sur la libido. Tu sais, il faut juste être conscient de tout ça, puis de s'en parler. Ça va tellement être bénéfique. Oui. Oui. C'est comme si on s'est fait inculquer dans l'histoire qu'au début, c'était mal vu, je dirais même malsain, comme. Ça a comme commencé comme ça. Après, les hommes, c'était correct, mais pas la femme. C'était pas correct que la femme jouisse, mais l'homme pouvait jouir. Donc, j'ai l'impression que c'est tout ce bagage-là qu'on porte sur nos épaules. Notre génération aujourd'hui. Le rapport à la sexualité, tantôt tu as posé la question à Jasmine, sans me positionner là, comme experte là, ou de l'idéo, des valeurs judéo-chrétiennes ou de l'Église au sens large ou des doctrines du christianisme, vraiment pas, mais la jouissance est perçue, le plaisir comme vraiment quelque chose de mal. Là. Donc, il y a vraiment un malaise là, de l'Église par rapport à la jouissance. Faut pas oublier aussi que tout ce qui est église, religion, tout ça, on pense au mariage gay, on parle au préservatif. Il y a plein de choses dont l'Église n'était pas d'accord. Fait que oui, on a un bagage qu'on porte, donc il faut être conscient. Les relations sexuelles hors mariage, c'était pas permis. Puis oui, la femme, dans le fond, était seulement... C'était seulement possible pour la femme d'avoir des relations sexuelles dans une période féconde. Donc, à ce moment-là... Il y avait une raison. Oui. Parce que, exemple, l'Église voulait que tu aies des enfants, plusieurs enfants. Oui. Le but premier, dans le fond, c'est la procréation. La sexualité, là, il y a eu une révolution sexuelle en 60-70. Là, on a aboli tout. On a dit, bon, on repart. Le sexe, ça peut être récréatif. Ça n'a pas non plus que des fonctions biologiques. Mais là, on s'est comme un peu perdu là-dedans.
Fait que je pense que justement, en effectuant un retour à l'éducation de la sexualité dans nos écoles, puis en abordant de plus en plus de sujets, je pense qu'il va y avoir des changements marqués, là, ça ne peut pas faire autrement. Là. Puis, tu sais, de consulter une sexologue, je pense que c'est quelque chose là, comme n'importe quelle recherche d'aide qui devrait être valorisée. C'est ça, comme n'importe quel autre. C'est comme ça qu'il faut commencer à voir ça, je pense. T'sais, on est né avec ces pulsions-là, aussi on est né pour créer, procréer, là, etc. Donc, j'ai l'impression qu'on devrait en parler d'une façon comme qu'on parle d'autres choses, mais on n'est pas encore, je pense, rendu là. Mais au moins, on en parle, on en discute, on est ouvert à ça. Puis j'ai l'impression qu'on pourrait tellement aller n'importe où, là, du sens que il y a trop de sujets, juste comme quand tu disais, Janie, qu'après qu'une femme accouche, ses hormones sont chamboulées, la sexualité, peut-être que c'est pas... son corps le demande peut-être pas de la même manière, j'imagine. Il y a tellement j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait discuter. En tout cas, on se redonnera des rendez-vous. On a déjà terminé, mais merci beaucoup de nous avoir expliqué les différents enjeux afin de mieux comprendre là, la problématique qu'on vit par rapport à la sexualité présentement dans notre société. Puis, j'aimerais beaucoup vous reparler de d'autres sujets par rapport à ça bientôt. C'est possible. Ben oui, merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, bye-bye. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. Zoé, avant de conclure l'émission, tu voulais revenir sur le bloc que tu viens de faire d'entrevue avec les jeunes demoiselles et les spécialistes de la sexologie, en fait. Oui, bien, pour terminer, n'oubliez surtout pas qu'il y a différents organismes qui aident, si jamais vous avez subi une agression ou un harcèlement sexuel, qui peuvent vous aider dans le processus là, au complet, partout au Québec. Donc, gênez-vous surtout pas de faire des recherches sur Internet. Là, c'est super facile à trouver, peu importe vous êtes où à travers le Québec. Et n'ayez pas honte, ça fait du bien de parler, peu importe ce que vous avez vécu. C'est très personnel, hein, ce qu'on vit là-dedans, fait que parlez. Merci Zoé d'avoir mis ça en lumière pour nous. Merci beaucoup d'avoir été là encore une fois cette semaine. On se retrouve mardi prochain. On se retrouve mardi. Bonne fin de semaine tout le monde. Merci et merci beaucoup à vous à la maison d'avoir été des nôtres. C'est ce qui conclut notre émission de cette semaine. Je vous invite à aller vous procurer vos billets pour le bye-bye de la télévision communautaire. Hein? N'oubliez pas, samedi le 6 février, le dernier samedi de couvre-feu, on vous promet toute une soirée de rigolade, à en avoir mal aux joues et à la bédaine. Donc, pour 22 $, là, vous avez accès à regarder notre bye-bye. Et en plus, vous soutenez votre télévision communautaire. Un 2 en 1 qui fait du bien au portefeuille. Non, qui fait pas de bien à votre portefeuille, mais qui fait du bien à l'âme. Puis en plus, fait du bien à nous. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve mardi prochain.